Bonjour les amis, comment vont les choses aujourd'hui? J'espère que ça se passe bien dans votre maison. Alors, aujourd'hui, je pensais faire une autre vidéo. On continue avec les sciences sociales. La semaine passée, vous avez eu une map du Canada et sur la map, on voyait les 6 différentes familles qui se retrouvaient à travers le Canada avant l'arrivée des Européens. On va continuer avec une vidéo aujourd'hui, mais après la vidéo, vous allez avoir un travail à faire sur la page de la semaine passée. Alors, sur OneNote, vous allez remarquer qu'il y a une page dont vous allez avoir à compléter. Vous pouvez la compléter sur la page si vous voulez, ou vous pouvez tout simplement annoter les 6 différentes principales régions qui se retrouvaient au Canada. Et ensuite, vous allez me nommer 3 tribus. Il y en a différentes tribus qui se retrouvaient sur chacun de ces 6 principales régions. Alors, la page que je vous donne rassemble à ça. Et vous voyez qu'on a 1, 2, 4, 5, 6 différentes régions. Je veux que vous me nommez 3 tribus qui se retrouvaient dans chacune de les régions. D'accord? Mais pour tout de suite, on va continuer aujourd'hui avec comment les Amérindiens ont vraiment influencé les Européens quand nous sommes arrivés ici au début 1500, comment on a établi notre première colonie au début des 1600. Et sans l'influence et l'aide des Amérindiens, les Européens n'auraient pas eu la chance de survivre. Alors, on va regarder une page ensemble. Je vais faire du surlignage et allons-y. Alors, quand on commence à regarder l'influence que les Premières Nations ont eue sur les Européens qui sont arrivés ici au Canada, on doit comprendre que les Européens n'avaient aucune idée le climat qui se retrouvait ici. Il y a des hivers en France, mais les hivers ne sont jamais aussi difficiles qu'ils sont ici. Et les Européens n'avaient aucune idée à quoi s'attendre. Les Premières Nations ont vraiment aidé les Européens à pouvoir s'installer et à survivre. Et les Européens ont appris plusieurs choses les Amérindiens. Alors ici, on voit quelques images, le mocassin, les raquettes, la culture des tomates. Il y a aussi le sport de la crosse, qui était un sport amérindien que les Européens ont appris. Alors, avant que les Européens arrivent ici au Canada, ils ne connaissaient pas les tomates, les concombres, il y avait le maïs, spécialement, c'était quelque chose qui était nouveau pour eux aussi. Alors, on sait qu'un mocassin, ça c'est un soulier, un type de soulier amérindien. Et aussi, les Premières Nations utilisaient les raquettes aussi pour pouvoir marcher dans les forêts durant l'hiver. Alors, évidemment, ils n'avaient pas des pelles et des types d'outils qu'on a aujourd'hui pour aider à enlever la neige. Alors, ils devaient vivre d'une façon où ils pouvaient quand même se déplacer dans des neiges qui étaient quand même assez creuses. Alors, si on regarde le texte maintenant, on va le lire ensemble. Alors, on commence en haut ici. Les Amérindiens nous ont laissé un très grand héritage. Ils ont montré aux premiers Européens comment survivre au Canada. Et voici ce que les Européens ont reçu en héritage des Amérindiens, comme la gomme à mâcher, la culture du tabac, les citrouilles, des courges, des pommes de terre, des tomates, des haricots, du maïs indien et des pétunias, les raquettes, les mocassins, les canots et bien sûr le sport de la crosse. Alors, toutes ces choses, en commençant ici, si on était pour surligner, toutes ces choses ici sont des exemples de produits et d'inventions amérindiennes qui ont influencé le mode de vie européen quand ils sont arrivés ici. C'est très important ici à voir qu'ils ont montré aux premiers Européens comment survivre au Canada. Sans l'aide des aborigènes ici, les Européens auraient gelé. Il n'y a aucune façon qu'ils étaient prêts pour l'hiver canadien parce qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. D'accord? Alors, en baissant la page, je vais juste essayer de centrer ma caméra. On va parler de l'héritage amérindien de la culture du Canada. Alors, dans les années 1960, on a commencé à voir
un début où tout à coup l'identité amérindienne est devenue beaucoup plus importante pour les Amérindiens parce que c'était à un temps où soudainement les Premières Nations se sont rendues compte qu'ils commençaient à perdre leur héritage. D'accord? Alors, sous l'influence d'une organisation appelée Red Power, les Amérindiens ont redécouvert l'héritage et leur civilisation. Reconstituer l'histoire des peuples amérindiens est relativement difficile pour les périodes les plus reculées. La raison pour ça, les amis, c'est que les Amérindiens n'avaient pas d'écriture. Ils ne pouvaient pas lire parce qu'ils ne pouvaient pas écrire. Pour eux, toutes les histoires étaient passées par les ancêtres. Alors, c'est pour ça qu'il y avait tellement de respect pour les personnes âgées, parce que c'était à travers d'eux qu'ils pouvaient entendre et apprendre comment la vie était dans le passé. Alors, sans écriture, les Amérindiens ont peu transformé leur milieu et ils ont laissé peu de traces anciennes. Néanmoins, la culture amérindienne a influencé aussi des toponymes. Alors, on va regarder les toponymes aujourd'hui. Alors, la prochaine classe de sciences sociales, vous allez avoir un travail à faire sur les toponymes. Alors, un toponyme, ici, d'accord, c'est un mot indien, un mot amérindien qui est utilisé aujourd'hui dans notre société. Alors, si on regarde, plusieurs États fédérés portent un nom d'origine amérindienne. La province du Manitoba, le mot Manitoba, ça veut dire quelque chose en amérindien. Le Saskatchewan, ça c'est un autre mot amérindien. Même notre province ici, l'Ontario, Ontario, ça veut dire quelque chose en amérindien. Et ainsi de suite, on a Québec, Ottawa, j'essaie de penser, Rimouski, Maniwaki. Si je regardais une carte du Canada, on peut trouver plusieurs noms d'endroits ou de rivières ou de fleuves qui sont des toponymes, ce sont des mots amérindiens qu'on utilise. D'accord? Ici, il mentionne le fleuve Arthabasca. Je vais surligner ça. Okay, alors, un fleuve, ça, c'est une grosse rivière. Alors, on appelle le fleuve Saint-Laurent en anglais the St. Lawrence River. Mais quand c'est une plus petite rivière, c'est une plus petite rivière, c'est une rivière. Quand c'est une grosse rivière, c'est un fleuve. D'accord? Les Amérindiens ont également appris aux Blancs la culture des plantes qui ont connu ensuite un grand succès comme la tomate, la pomme de terre, le maïs et le tabac. Auparavant, l'idée de les cigarettes n'existait pas. Avant les cigarettes, les Européens ont découvert le tabac à travers l'influence amérindienne. Ils fumaient le tabac dans des pipes. Enfin, certains mots anglais rappellent leurs origines amérindiennes aussi. Anorak, moccasin, canoe, toboggan. D'accord? Ce sont des mots qu'on utilise en anglais, mais ce sont des toponymes. Ce sont en réalité des mots amérindiens. Alors, la prochaine classe de sciences sociales, vous allez avoir un travail à faire où vous allez avoir à identifier qu'est-ce que ça veut dire Manitoba, qu'est-ce que ça veut dire Saskatchewan. Alors pour ça, ça va vous prendre un ordinateur, ça va prendre l'Internet, vous allez travailler pour pouvoir identifier qu'est-ce que ces mots veulent dire dans la langue amérindienne. D'accord les amis? Alors, j'espère que ça vous donne une nouvelle appréciation pour l'utilisation de la langue amérindienne dans les langues modernes aujourd'hui. On en utilise certains comme canoe, anorak, moccasin, parka. Ce sont tous des mots anglais qu'on utilise dans la langue anglaise, mais ce ne sont pas vraiment des mots anglais, ce sont des mots amérindiens. Et si j'ajoute un petit peu plus avec ça, la langue française utilise beaucoup plus de mots amérindiens parce que les Français étaient ici environ 200 ans avant l'arrivée des Anglais. Alors, l'influence amérindienne a été beaucoup plus puissante sur les francophones qui vivaient ici. Alors, si, tu sais, il y a beaucoup d'expressions au Canada qu'on utilise en français que si on utilisait en France, ils ne comprendraient pas. Alors, si je dis que il y a eu une chicane dans la cabane à cause de la boucane, j'utilise 3 mots amérindiens qui se retrouvent maintenant dans la langue franco-canadienne.
Alors, s'il y a une chicane, c'est un mot amérindien pour une bataille, a disagreement en anglais. Alors, une chicane dans une cabane, c'est qu'est-ce qu'ils appelaient les petites maisons. Alors, une cabane, ça pourrait être cabin en anglais, mais le mot cabane, c'est un mot amérindien. Et si je dis qu'il y a beaucoup de boucan dans la cabane, boucan, c'est un autre mot amérindien pour fumer. Alors, j'aurais pu dire il y a beaucoup de fumée dans la petite maison. Il y a beaucoup de boucan dans la cabane. Alors ici, le mot boucan, c'est un mot qui a été assimilé ou accepté par les Franco-Canadiens. Si j'étais en France et j'essayais de dire à quelqu'un qu'il y a beaucoup de fumée et j'utilisais le mot boucan, les Français en France les Européens auraient aucune idée de quoi je parle. Ils me regarderaient et ils ne comprendraient pas parce que ce n'est pas un mot qui a été accepté dans la langue française, disons en France ou en Belgique. C'est quelque chose qui est typiquement canadien. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de notre héritage. Alors, quand on regarde l'identité canadienne, on doit accepter le fait que les Amérindiens ont eu une grosse influence sur le type de nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous portons et évidemment la langue aussi. D'accord? Merci pour votre attention, les amis. Prochaine classe, vous allez avoir un petit travail à faire sur les toponymes. À bientôt!